concernant la question des tests. Si on impose un test, je parle de l'école, là, je parle du centre de loisirs, avant de revenir, soit vous attaquez devant le tribunal administratif l'arrêté qui a été pris, parce que c'est un arrêté qui est pris, c'est une mesure, en ce cas-là, individuelle pour le centre de loisirs, mais si l'arrêté n'est pas attaqué et on vous impose l'écouillon, c'est-à-dire le test pour revenir, vous devez faire passer le test. Sinon, vous ne mettrez pas votre enfant dans le centre de loisirs. Et ça, il ne faut pas raconter des bobards. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé. Mais si vous ne faites pas passer le test et on a posé la règle qu'il faut le test pour qu'il puisse revenir l'enfant au centre, vous êtes obligé de faire passer le test. Sinon, vous gardez l'enfant chez vous. Et attention, point fondamental, toutes les informations qu'aujourd'hui, et je le dis à tout le monde, et ça c'est un point de droit que vous devez savoir, que ce soit au niveau des pharmacies, même les pharmacies et pas simplement les médecins, doivent communiquer l'ensemble des informations qui ont trait aux soins dans lesquels il peut y avoir même tout simplement soupçon de Covid-19. Je ne parle même pas de certitude. Et c'est un arrêté kilométrique qui fait que, effectivement, toutes les données sont recueillies et centralisées. Et qu'avec la loi de sortie de l'état d'urgence sanitaire, toutes les données pourront être gardées et sauvegardées, là c'est sûr, jusqu'au 30 octobre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on va voir, au fur et à mesure, et encore que la fameuse application n'a pas bien marché, mais il y a quand même des millions, certains 800 000 ou 1 million de personnes qui l'ont téléchargé, il en demeure pour moi que toutes les informations, donc le simple fait de refuser d'avoir passé le test, c'est une information qui remonte dans les banques de données et qui remonte au niveau du groupement qui a été créé entre la sécurité sociale et le comité, la commission spéciale Covid-19. Donc, quoi qu'il en soit aujourd'hui, sur le plan du maillage des informations, que vous ne fassiez pas, les informations remontent. Parce que de toute façon, on prend tous les enfants et tous les noms des enfants qui étaient dans ce centre. Ceux qui étaient testés positifs, l'information remonte. Ceux qui passeront le test, l'information va remonter. Et ceux qui ne passeront pas le test, il y aura une information qui va remonter. Et une enquête pourrait être ouverte sur le fait que la personne n'ait pas passé le test. Je le dis à tout le monde. Donc, je vous dis que quand je vous dis que nous sommes dans un état de santé policière, nous sommes dans un état de santé policière. Et que n'attendez pas de moi aujourd'hui des réponses dans lesquelles je peux vous dire à tous les réponses, la vie est belle, vous pouvez y aller, faites ça. Non, non, la situation est grave. Ce que par contre, et là, ne peut pas être fait, un employeur, je le dis bien, ne peut pas imposer un quelconque test. Et à l'état actuel des choses, il n'existe aucune disposition légale et aucun protocole qui permet à un employeur d'imposer un test à ses salariés. Et je sais qu'il y a des employeurs qui ont tenté, et certains qui l'ont demandé, et les salariés ont passé le test. Pour immédiatement alerter l'inspection du travail, la médecine du travail, c'est illégal. C'est même une atteinte qui peut recevoir une qualification pénale. Mais sur le plan juridique, bien sûr qu'on peut contester. Les professeurs, les maîtres d'école ont parfaitement le droit de se réunir sous forme d'association, ils ont le droit de se réunir sous forme de collectif, saisir le tribunal administratif, saisir le Conseil d'État. Bien sûr, il ne faut pas avoir peur de le faire. J'attire votre attention, l'occasion me donnée sur les arrêtés. Vous savez qu'aujourd'hui, saisir le tribunal administratif, il suffit d'aller sur le site www.télérecours et vous pouvez saisir avec un télérecours, avec des moyens de droit. Quand je fais mes avis sont utiles parce que vous pouvez les utiliser pour contester les arrêtés des préfets. Moi, je fais un avis qui dit que les maires n'ont pas la capacité de prendre des arrêtés. Pourquoi ? Parce que la loi n'a pas donné le pouvoir aux maires d'intervenir dans la Covid-19. Et les maires se sont interrogés sur un texte général. J'ai fait cet avis, et cet avis, il peut être utilisé, les moyens de droit, pour pouvoir contester les arrêtés des maires qui sont, pour moi, totalement illégaux. Les maires ne peuvent pas prendre des arrêtés dans le domaine de la Covid-19 qui échappent au pouvoir des maires. Parce que la loi n'a donné qu'au Premier ministre et au préfet. Donc, c'est pour cette raison que je vous dis que si on veut, on peut. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'à un moment donné, s'il y a plusieurs recours qui sont faits, et là, je suis d'accord, sur le plan strictement juridique, il n'y a pas
une réponse qui soit fondée sur des critères juridiques médicaux pour dire que le port du masque de l'institutrice ou du prof seul dans une classe sans masque est quelque chose d'utile sur le plan de la santé publique, est une aberration. Parce que les jeunes risquent, c'est une grippe banale, et la personne qui est prof, s'il prend la grippe, eh ben, il prend la grippe, sauf si, comme n'importe quelle autre grippe qu'il peut prendre dans l'année. Donc la question n'est pas celle-là. Ça commence avec une échelle de sanctions. D'abord, il y a un rappel qui est fait, elle pourrait être convoquée en lui demandant de le mettre. Ensuite, il peut y avoir une procédure disciplinaire qui pourrait être mise en œuvre, qui peut aller effectivement jusqu'à la révocation. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il n'y a pas de spécificité dans la loi sur le port du masque. Il n'y a pas un corollaire. Tu ne portes pas le masque, tu es licencié ou tu es révoqué. Ça n'existe pas. Ce qu'il y a dans la loi, c'est que les seuls critères qu'on peut tirer en analogie sont les suivants. Tu ne portes pas le masque une fois, tu as une première sanction à 135 €. Tu fais une deuxième fois, ta sanction s'aggrave. Tu fais une troisième fois, ça devient un délit. Vous le savez parce que c'est le chéteau qui a été fait dans l'article 31-36, petit trait, alinéa 3. Eh bien, par comparaison, il y aura certainement des rappels qui pourraient être faits, mais la personne ne pourra pas être révoquée immédiatement. Or, il est clair que si vous avez une école entière et tous les profs ne mettent pas le masque et qui prennent ces décisions collectives, ça peut devenir effectivement une situation qui permet ensuite une bagarre juridique qui est la suivante, c'est-à-dire qu'à partir du moment que vous êtes convoqué en disant vous n'avez pas mis le masque, je vous fais un rappel, vous contestez la légalité de ce rappel. Et là commence ce qu'on appelle le processus juridique et qui peut vous amener à discuter cela devant le tribunal administratif, le cas échéant. C'est pour cette raison qu'il faut toujours utiliser, vous savez, l'amende, la contestation de l'amende, elle est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de plaider cela devant le tribunal administratif, vous plaidez devant le tribunal judiciaire. Pourquoi ? Parce que quand on dit, OK, vous ne portez pas le masque, on vous dit PV. Le PV, vous allez ensuite recevoir la notification du PV sous forme de l'avis de contravention que vous connaissez. Et bien, cet avis de contravention, c'est là qui déclenche le processus juridique, parce que soit, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez le droit de faire une contestation devant l'officier du ministère public. Et quand vous faites une contestation, l'officier du ministère public, il peut décider soit d'accepter la contestation, soit de ne pas l'accepter et de décider soit une ordonnance pénale, soit de saisir le tribunal de police. Et c'est là que l'avocat ou la personne peut se défendre en disant « La contravention que j'ai prise, elle a été prise à mon encontre sur des textes qui sont illégaux. Et je demande à toi, juge judiciaire, de contrôler la légalité, le principe de l'égalité, l'application légale du syllogisme entre l'infraction, la contravention et la répression. » Et là, tu as le juge judiciaire, parce qu'on a le droit de soulever ce qu'on appelle l'exception d'illégalité d'un texte à fondement de la poursuite. Tu le reçois, tu as effectivement un délai légal, avant avec confinement il était rallongé, un délai de 45 jours pour pouvoir contester l'amende. Et tu fais ce qu'on appelle, et alors nous, en tant que Règle 119, nous faisons ce qu'on appelle la mutualisation. Nous avons fait par exemple un texte de 9 pages que nous avons communiqué à chacun de nos adhérents, avec 10 €, il suffit d'être adhérent, et ils ont pris le texte et chacun l'a envoyé à son officier du ministère public compétent pour contester la contravention. Là, qu'est-ce qui se passe? Je répète. Parfois, nous, actuellement, nous avons plusieurs contestations dont il n'y a même pas de réponse. Des fois, l'officier du ministère public, pour éviter pour vous dire « Ok, j'abandonne » et évite de faire comprendre que tu avais raison, il peut aussi se taire. Et pendant 1 an, il se tait et l'amende va en prescription. Ça veut dire que la prescription, elle est d'1 an. Et si le ministère public ne poursuit pas le paiement de l'amende pendant 1 an, à un moment donné, il ne pourra plus poursuivre. Donc, il y a ce qu'on appelle la prescription du recouvrement. Mais pour contester, il faut concilier. Voilà. Donc, il faut concilier. Et à ce moment-là, quand, en fonction de l'issue, la conciliation est rendue. Mais ce qui est très important, c'est que quand tu as
l'avis de contravention que tu envoies à la concession à l'officier du ministère public, en ce cas-là, tu peux soulever tous les moyens de droit que tu veux. Tu peux soulever les moyens de droit qui concernent la légalité technique, la procédure entreprise. J'ai par exemple une personne qu'on lui a notifié un avis de contravention pour une amende dans un magasin en utilisant le formulaire de l'avis de contravention pour les sanctions dans les transports publics. Vous comprenez très bien que déjà ça, c'est complètement absurde. Mais c'est toute l'absurdité du mécanisme. C'est-à-dire que quand j'ai écrit de manière très claire que la sanction de 135 €, qui est celle qui concerne l'état d'urgence sanitaire, ne peut pas s'appliquer parce qu'en plus, de manière claire, il n'y a pas de connexité entre l'incrimination et la répression parce que vous ne trouverez pas dans le décret. Alors les gens ont dit oui, mais comme Maître Boza, vous vous êtes trompé. C'est le législateur qui a dit que les articles, je suis d'accord, c'est pas parce que le législateur a dit que l'article 31, 36, petit 1, alinéa 3 s'applique, que c'est légal. Parce que, juridiquement parlant, ce sont des dispositions qu'on applique par analogie, alors que ce sont des dispositions de l'état d'urgence sanitaire. Or, en droit français, le principe de l'égalité, la loi, elle est d'interprétation stricte. Ce n'est pas parce que c'est une contravention que tu peux faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il doit être écrit de manière claire que si tu ne mets pas le masque, tu peux être sanctionné d'une contravention de 4e classe pour 135 €. Là, je schématise un peu. Mais vous n'avez pas la possibilité de construire ce syllogisme. Vous imaginez un peu dans un texte de contravention que la contravention, elle est sanctionnée de 135 € parce que la loi du 9 juillet renvoie à l'article 31-36. On est tombé sur la tête. On est tombé sur la tête. Les 135 € est un régime juridique spécifique qui concerne la contravention du défaut du port du masque dans les lieux tels qu'ils sont fixés par le décret du 10 juillet. Restaurants, bars, magasins, les rues maintenant. Parce que je vous rappelle qu'il y a une différence aussi. Si vous avez un arrêté du maire, c'est la contravention, elle est de 38 €. Parce que ça concerne un arrêté du maire. Alors que si c'est un préfet, théoriquement, la sanction, elle est de 135 € parce qu'on est dans le régime juridique du décret du 10 juillet. C'est pour ça que je vous expliquais l'absurdité des maires qui s'arrogent le pouvoir d'utiliser l'article 24-21 du Code des collectivités territoriales pour prendre leurs dispositions et décider effectivement l'application du texte. Je me rappelle, c'est l'article 22-12, alinéa 2. 22-12, alinéa 2 du Code des collectivités territoriales. Voilà, une brève synthèse. La loi, la question du masque, au moment du déconfinement, n'était pas une question essentielle. La question du masque, je vous l'aurais dit, que soyons clairs à tous les auditeurs, spectateurs, à vous-même, n'était pas une question. D'ailleurs, la question du masque n'a pas été traitée dans la loi du 9 juillet. La loi du 9 juillet, c'est la loi qui met fin au confinement, qui met fin à l'état d'urgence et qui dit l'état d'urgence est fini, la vie est belle, maintenant on ferme la baraque et c'est l'exécutif qui agit. Dans la loi, je le dis, il n'y a aucun mot sur le masque.